Mesdames, Messieurs, j'ai commenté la semaine dernière, vous vous en souvenez, un détail de cette gravure illustrant le Don Quichotte de Cervantes par Gustave Doré, cette gravure célèbre donc où l'on voit Don Quichotte en train de lire, environné des monstres qui sortent de son imagination et qui l'agressent. Et j'avais examiné en particulier ce détail. Je vous avais dit, je voudrais y revenir d'abord très brièvement puisque je n'avais rien montré de visuel à ce moment-là, que l'inspiration de Gustave Doré était évidente. Elle venait en particulier, me semble-t-il, de toutes ces représentations de la tentation de Saint-Antoine qui ont abondé dans la peinture occidentale à partir du XVe siècle. En voici quelques exemples et je pense que les rapprochements sont assez frappants, il me semble. Par exemple, cette tentation de Saint-Antoine par Peter Bruegel le Jeune en 1600, qui se trouve à la galerie Spinola de Gênes. Et on y voit donc, alors il y a beaucoup de figures dans toutes ces tentations de Saint-Antoine, on s'y perd un petit peu, mais on y voit donc ici Saint-Antoine devant son crucifix, mais surtout ce qui m'intéresse, il y a toutes ces figures-là qui sortent de son imagination, qui sont un peu en arrière-plan, à la différence de ce qu'on trouve dans la gravure de Gustave Doré. Il y a ces figures de femmes nues qui représentent donc les tentations de la lubricité, de la chair, de la luxure. Alors, dans la gravure de Gustave Doré, les demoiselles qui entourent Don Quichotte ne sont certes pas nues du tout, ce sont des princesses, des dames de haut rang que Don Quichotte envisage de sauver des brigands. Mais ici, ce sont des dames nues, des démons en vérité, des démons succubes. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette gravure, c'est que Saint-Antoine, avec une barbe qui le fait aussi ressembler à Don Quichotte, Saint-Antoine est penché sur un livre. Alors, certes, il ne s'agit pas d'un roman de chevalerie, ce sont des lectures pieuses, c'est la Bible, c'est tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, il y a ce moment de la lecture qui correspond aussi à un moment de l'imagination, avec la très grosse différence, c'est que dans la lecture de Don Quichotte, les démons sortent réellement du livre. C'est par l'intermédiaire du livre que le lecteur construit ce monde fantasmagorique. Alors qu'ici, les démons veulent détourner, bien sûr, détourner Saint-Antoine de la lecture pieuse qu'il est en train de faire. Donc, les figures, formellement, se ressemblent à bien des égards. Un homme barbu, en train de lire, et avec des démons autour de lui, mais en vérité, la signification est toute différente. Donc, le rapprochement que je fais entre la gravure de Gustave Doré et ce tableau, par exemple, de Peter Bruegel le Jeune, est de type purement formel, mais me semble-t-il intéressante. Un autre exemple, c'est la tentation de Saint-Antoine par Matthias Grunewald, qui se trouve au musée Unterlinden de Colmar. Le format ressemble davantage à celui de la gravure de Gustave Doré. Alors là, on ne voit plus vraiment de livre entre les mains de Saint-Antoine, qui est vraiment, cette fois-ci, agressé, renversé par les démons, par les monstres, mais c'est un exemple qui est aussi, qui ressemble à bien des égards à celui de Don Quichotte. Mais beaucoup plus frappante est la comparaison, me semble-t-il, avec non pas une peinture, mais une gravure, celle de Martin Schongauer, qui date de 1470. Là, on a vraiment le même format, on a aussi la même technique, la gravure, et puis on a, je trouve, une composition qui est assez semblable avec cette figure, dans les deux cas, assez longiligne du vieillard, avec sa longue barbe. Alors ici, le Saint-Antoine est en l'air, il est porté en l'air, non pas vers les cieux, mais dans les enfers, par tous ces démons qui le tirent à U et à Dia. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas s'il vous en semble, mais il y a quelque chose d'assez frappant dans la ressemblance entre ces deux représentations, l'une de Don Quichotte,
et l'autre de saint Antoine. Dernier exemple, assez différent, mais là aussi extrêmement célèbre, c'est l'ultra fameuse gravure de Jacques Callot, un tout autre format, une très grande gravure dans un format qui est avec la longueur vers le horizontal, et où là, cette fois-ci, les démons prennent toute la place, et saint Antoine disparaît. On le voit à peine. Il faut se concentrer un certain temps pour le retrouver ici, agressé par des démons. Mais les démons, nous ne sommes plus ici dans un cabinet de lecture, on est dans des ruines, un espace totalement indéfini, extrêmement ouvert, mais les démons occupent tout l'espace, sont extrêmement menaçants et en quelque sorte désorientent totalement le regard. C'est-à-dire que saint Antoine lui-même disparaît parmi les démons. Et donc, on voit là ici la production désordonnée de visions de saint Antoine qui, chez Don Quichotte, deviennent les visions qui sortent elles-mêmes du livre et qui emplissent, comme on le voit ici également, tout l'espace visible. Dans les deux cas, ce saint Antoine de Jacques Callot, bien ce Don Quichotte de Gustave Doré, on a l'expression de la démesure d'une imagination déchaînée, avec une fascination qui, je pense, vous a aussi frappé, pour ce détail proliférant. Ce détail qui vient partout occuper l'espace, soit chez Jacques Callot, où là l'observation pourrait prendre des heures pour examiner chacune des figures, soit chez Gustave Doré, dans ce Don Quichotte, pour regarder chacune des figures sorties de son imagination. La question du détail ici me semble tout à fait importante pour examiner l'économie, en quelque sorte, de ces gravures, de ces représentations visuelles. Représentations dans lesquelles, à cause de tous ces détails, dans lesquels on se perd. Et je voudrais justement revenir à cet autre détail sur lequel je me suis déjà attardé la semaine dernière, à savoir alors là vous l'avez en très gros, ce chevalier en armure, chevauchant un livre, chevauchant un in quarto, et le chevauchant, vous avais-je dit, dans tous les sens du terme, comme un cheval, ou bien, peut-être, comme un objet sexuel, comme si on passait en quelque sorte vous me passerez le calembour, de la chevauchée textuelle à la chevauchée sexuelle. Alors, la semaine dernière, en vous présentant cette interprétation, peut-être à l'époque c'est la semaine dernière, mais le temps passe vite, qui me paraissait un petit peu osée au moment même où je l'énonçais devant vous, j'ai l'impression finalement, a posteriori, d'avoir un peu trop insisté de manière ironique sur le caractère excessif de ce goût des livres, qui était, à mon sens, illustré par ce chevalier chevauchant un in quarto. Comme si, en quelque sorte, cette représentation était une simple plaisanterie de la part du dessinateur Gustave Doré. Et le fait est qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une plaisanterie. Je vous avais montré les deux souris, ou rats plutôt, là aussi chevauchés par des chevaliers en duel, en tournoi, mais surtout, on peut aussi commenter de manière, me semble-t-il, assez significative, la signature même de l'artiste, celle de Gustave Doré, qui est assez étrange. On lit bien Doré, on reconnaît bien le U de la deuxième lettre du prénom, mais le G, ici, n'est plus vraiment totalement un G, c'est, alors, au choix, un rat, avec sa longue queue, on dirait, comme un rat équivalent à ceux qui se trouvent ici chevauchés par les chevaliers, ou bien un chat. C'est un peu indécidable, me semble-t-il, difficile de savoir. Le chat serait assez bien à sa place dans une bibliothèque. Vous savez que le chat est l'animal indispensable des bibliothèques, celui qui chasse justement
les souris et les rats qui pourraient dévorer les livres. On les a, ces chats, dans toutes les bibliothèques de monastères. On a bien l'impression que ce chat, si c'en est un, évidemment, que ce chat guette peut-être les deux rats qui sont à côté de lui. Et vous savez que donc ce chat, animal indispensable des bibliothèques, a été adopté également de manière égale par les amoureux fervents et les savants austères, pour reprendre le fameux sonnet de Baudelaire, les chats, les amoureux fervents et les savants austères, et que les chats donc sont amis de la science et de la volupté, amis de la science et de la volupté de manière égale. Or, la science, dans cette gravure, nous l'avons, la science, du moins la connaissance que procure la lecture par le livre. Et la volupté, eh bien, la volupté, nous y sommes. La science, c'est le livre, et puis ce chevalier, il est, selon une certaine interprétation possible, il est aussi dans la volupté. Nous y sommes, avec cette représentation d'un chevalier chevauchant un livre, ou bien accouplé à un livre. Et donc, je voudrais revenir brièvement là-dessus pour nuancer ce que j'avais dit, cette idée d'un caractère peut-être excessif du goût des livres et le côté plaisant de cette représentation, une sorte de plaisanterie, de petit gag visuel pour les observateurs attentifs de la gravure de Gustave Doré. Je crois que j'ai été trop ironique et je crois au contraire qu'il faut prendre cette représentation que nous avons là, je crois qu'il faut la prendre au sérieux. Et c'est ce qui va me permettre déjà de donner en passant quelques indications sur la manière de lire et sur la manière d'interpréter, puisque c'est l'objet du cours de cette année. Lorsqu'on interprète, lorsqu'on lit, il n'est jamais facile de savoir quelle place il faut donner aux détails par rapport à l'image d'ensemble. On peut avoir tendance à négliger les détails, justement, au profit d'une interprétation globale. Cette interprétation globale qui apparaît le plus souvent dès la première vision d'une image, dès la première lecture d'un texte. Mais on peut au contraire, à l'inverse, vouloir construire à partir de détails glanés ici ou là, donc construire une interprétation nouvelle qui parfois contredit l'interprétation globale, primitive, initiale, qui contredit cette interprétation globale et qui la détruit. Alors cette méthode-là, qui consiste à détruire l'interprétation globale première par la prise en compte des détails, c'est la méthode qu'on pourrait nommer la méthode de type déconstructionniste. Une méthode qui n'est pas sans intérêt, mais qui a ses propres excès. Appliquée à la vie réelle, appliquée à l'actualité, cette méthode porte aussi un autre nom, assez péjoratif, c'est le complotisme. On prend un détail d'une photographie, un drapeau représentant des astronautes sur la Lune, et à partir de là, à partir de la position du drapeau, on construit une interprétation à charge contre l'ensemble de l'œuvre, contre le sens obvi, contre le sens évident. Et lorsque le lecteur, lorsque l'interprète pratique ce genre de lecture déconstructionniste, qui consiste à modifier le sens obvi, à aller contre le sens obvi à partir de l'interprétation d'un détail, eh bien, le lecteur, l'interprète, le spectateur d'un tableau, d'une photographie, joue en quelque sorte au héros. Il y a un côté héroïque là-dedans. On joue au détective privé, on se lance dans une enquête. On montre, à partir d'un détail choisi, ou de plusieurs détails, qu'il y aurait un sens occulte. C'est très valorisant pour l'interprète, c'est très valorisant pour le lecteur. Alors je ne dis pas que parfois cette méthode ne parvienne pas à des résultats probants, mais il y faut certaines conditions. Alors plus tard dans ce cours, nous parlerons de ces circonstances dans lesquelles il est nécessaire et profitable d'aller chercher un sens caché derrière les œuvres, car cela arrive. Et en particulier, ces circonstances sont des circonstances historiques.
celle de la composition, du moment de la composition du texte lu, lorsque l'auteur a intérêt à cacher un sens derrière le texte qu'il a écrit. Mais je ne veux pas trop anticiper là-dessus, c'est un point que je développerai plus longuement, mais il y a une chose toutefois qu'il est déjà important de savoir, c'est que le sens caché légitime en général, le sens caché légitime n'est pas celui qui va inverser le sens obvi, qui va inverser le sens évident. Ça, ce serait vraiment la posture totalement complotiste. En général, ça, c'est assez faux, il faut bien le dire. En revanche, le sens caché légitime, c'est celui qui va non pas contredire totalement le sens obvi, mais qui va pousser un peu plus loin le sens obvi, pousser le sens évident, qui va l'affiner, qui va le radicaliser dans une direction inattendue, qui va construire une nouvelle cohérence congruente avec ce qu'on sait de l'auteur, avec ce qu'on sait de son époque, des circonstances historiques, du milieu dans lequel il a vécu, de son public qui était capable de l'interpréter, de les lire. Alors, en général, un seul détail pris en compte ne suffit pas à faire ce travail d'affinement de l'interprétation qui permet de radicaliser un sens obvi. Il faut plusieurs détails qui eux-mêmes fassent sens, qui fassent système entre eux. Le risque, je vous ai dit, de ces lectures de détails, quand elles sont de type déconstructionniste, c'est que l'interprète se prenne pour un héros redresseur d'erreurs, voire de torts. Ils se prennent presque pour un Don Quichotte, mais un Don Quichotte de l'interprétation. Un Don Quichotte qui voit des géants derrière chaque moulin, des géants à abattre derrière chaque détail du texte qu'il est en train de lire. Il faut donc être très prudent sur ce terrain et ne pas trop céder à l'enthousiasme de l'enquête, même si nous avons énormément de romans d'inspiration policière, à partir d'Umberto Eco en particulier, et à partir de son roman sur le complotisme, qui s'intitule « Le pendule de Foucault », justement, qui parle de cela, qui parle de cette capacité à interpréter les moindres signes dans un sens qui est en vérité un sens illusoire, sans trop divulgacher la conclusion de ce roman d'Umberto Eco. Mais vous avez les romans d'Arturo Pérez Reverte, etc. Il y a toute une lignée de romans qui jouent sur cette question du complotisme, où, par exemple, Thomas Pynchon, aussi l'auteur américain, a beaucoup pratiqué cela, en particulier dans V. Alors, il n'y a pas de règle, en vérité, pour savoir quelle place donner aux détails. L'interprétation est plutôt un art qu'une science. Alors, j'entends art ici, selon la définition donnée, excusez-moi encore, par Paul Valéry, dans son cours de poétique. Je crois que j'ai déjà fait cette citation l'an dernier, il me semble, mais si je l'ai fait, je la refais avec plaisir, parce qu'elle me paraît importante. Il y a art, écrit Paul Valéry, c'est dans une note de cours, il n'a peut-être pas dit cela en cours en vérité, il y a art, l'idée en vient, quand la valeur du produit ou de l'effet d'un acte peut différer très grandement selon le mode d'exécution de cet acte, et que ce mode lui-même peut différer très grandement selon la personne qui l'exécute. Il y a art lorsqu'il y a une très grande variabilité dans les manières d'exécuter un acte, et quand ces variabilités dépendent également beaucoup de la personne. C'est pourquoi on parlera d'un art du piano, il y a pianiste et pianiste, évidemment, d'un art de la cuisine, de l'écriture, on écrit voilà, différemment. Donc il y a plusieurs possibilités de faire la même chose. Et Valéry, dans un autre moment, on est le 2 février 1945, et là il l'a dit, puisqu'il s'agit d'une transcription de l'oral, « S'il n'y a qu'une seule manière de faire, on ne parlera jamais du mot art. Mais lorsqu'il y a plusieurs manières de faire, le mot art pourra s'employer pour désigner l'une quelconque de ces manières. » Ainsi, l'interprétation est un art, à mon sens, parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter, certaines meilleures que d'autres. Il y a de meilleurs interprètes que d'autres. Il y a aussi beaucoup d'interprétations qu'on peut exclure, car elles sont des contresens manifestes.
Mais une fois qu'on a exclu ces interprétations absolument impossibles, les contresens, dans l'ensemble des interprétations qui restent, il n'est peut-être pas toujours facile de faire la part entre, premièrement, les faux sens plus ou moins graves, qui ne sont pas aussi graves donc que des contresens, qui sont des erreurs de détail. Deuxièmement, les interprétations peu probables, qui ne sont pas des faux sens, mais qui sont relativement peu probables. Et enfin, troisièmement, des interprétations peu probables, mais pas totalement impossibles. Et enfin, troisièmement, les interprétations les plus probables. 3 cas, en quelque sorte, d'interprétation depuis l'absolument la très très peu probable, le faux sens, impossible, mais pas très grave, qui porte sur un point de détail, la peu probable, et puis la très probable. Et donc, faire la part entre ces 3 types d'interprétation, c'est difficile. Et c'est ici qu'intervient l'art, pour reprendre le terme de Valéry, l'art de l'interprète. Un art qu'il n'est pas toujours facile de justifier par des raisons objectives, de manière rationnelle. Et pourtant, il faut s'y essayer. Sinon, on entre dans ce qui est le plus détestable, à savoir une posture d'autorité. Je dis par exemple, votre interprétation est mauvaise parce que je vous dis qu'elle l'est, ou parce que j'ai plus d'expérience que vous, parce que je suis, par exemple, professeur au Collège de France. Bon. Alors, ce serait assez agréable pour moi si ça marchait. Mais c'est malgré tout ce qu'il faut éviter dans la mesure du possible. Et je ne sais pas si j'y arriverai. Et pourtant, il est vrai, en dehors même de cette question de l'autorité de l'interprète, il est vrai que l'expérience compte. J'allais dire l'âge, mais bon, disons les choses de manière plus positive, l'expérience. Je peux en juger par les souvenirs d'examen, les souvenirs de concours qu'il m'est arrivé de faire passer à des étudiants, ou bien de passer moi-même en tant que candidat. Face à un texte de caractère ironique, un jeune étudiant de lettres, ou une jeune étudiante, c'est pareil au même brillant, est souvent incapable de percevoir une ironie. Alors que, pour le vieux routier de la littérature, l'ironie sera souvent beaucoup plus évidente. Encore s'agit-il de montrer cette ironie, d'en justifier la présence. Mais il est vrai que l'ironie, en particulier, fait partie de ces traits textuels qui sont parmi les plus difficiles à percevoir, car l'effet ironique n'est perceptible que par une communauté interprétative. C'est un concept de Stanley Fish, un grand critique américain, que par une communauté interprétative qui partage les attendus de l'auteur. Il faut qu'il y ait un partage, une communauté d'attendus et d'a priori entre les lecteurs et l'auteur pour que l'ironie soit perceptible. Et donc, pour avoir cette connaissance-là, il faut une connaissance du contexte historique, de composition de l'œuvre et de son public. Il faut aussi avoir beaucoup lu pour être capable d'évaluer par comparaison les références implicites, le jeu sur des modèles implicites avec lesquels le texte prend ses distances. D'où l'intérêt, justement, de l'expérience pour être capable de déceler l'ironie à l'intérieur d'un texte. Mais je reviens à la question du détail. De manière générale, lorsque la prise en compte des détails de l'œuvre vient concourir harmonieusement à l'interprétation de l'ensemble, lorsque la prise en compte de ces détails vient affiner, vient nuancer l'interprétation globale, on est, en général, donc, dans la bonne direction. En revanche, si l'interprétation, si la prise en compte des détails vient contredire l'interprétation globale, alors le risque est grand qu'on soit dans la mauvaise direction et on a commis une faute
Et une faute qui porte un nom, c'est la surinterprétation. La surinterprétation. C'est-à-dire qu'on donne trop de poids à une micro-interprétation, l'interprétation d'un détail, au détriment de l'ensemble. Et la surinterprétation est l'un des péchés capitaux de toute entreprise interprétative. C'est le péché dont il faut à tout prix se garder en tant qu'interprète. Je dirais même que, risque contre risque, il est plus prudent de sous-interpréter que de surinterpréter. Parce que si on sous-interprète, il est toujours possible, un moment plus tard, de réévaluer le sens de telle ou telle partie du texte, tel ou tel détail d'une image. En revanche, une fois qu'on a commencé à surinterpréter, tout le reste suit. C'est une grande dégringolade, c'est une pente glissante, et c'est la base même de tout complotisme, puisqu'on surinterprète un élément et après on en surinterprète d'autres. Je dirais volontiers qu'un texte, une œuvre d'art, est comme une personne. Les détails s'organisent pour former une personnalité qui a une certaine cohérence, en général, même s'il peut arriver à cette personne, dans des situations limites, extrêmes, rares, que son comportement ne soit pas prévisible par rapport au cadre général. Donc, une œuvre d'art est comme une personne. Et inversement, une personne, une vie, peut se lire comme une œuvre. Alors, cette analogie personnifiante, je ne vais pas la pousser très loin, elle a beaucoup de limites. La différence entre le public et le privé, évidemment. Mais elle vaut, cette analogie, en particulier pour les êtres qui sont eux-mêmes les auteurs d'une œuvre. Donc pas n'importe lesquels, mais les créateurs, les artistes, les écrivains. C'est-à-dire les êtres qui construisent par l'œuvre leur propre cohérence, qui construisent une signification générale non seulement de leur œuvre, mais aussi de leur existence par leur œuvre, dans la mesure où l'œuvre est en quelque sorte l'expression de leur vie. Une fois qu'on a dit cela, et qu'on dit qu'une personne, un artiste, un écrivain, peut se lire comme une œuvre, que faire alors? Que faire alors en ce cas des détails non congruents, des détails qui ne correspondent pas à l'ensemble? Est-ce qu'ils viennent infirmer le sens général? Ou bien, au contraire, sont-ils hors système? Sont-ils juste des scories d'une personnalité, des scories d'une œuvre qui complètent le portrait et le complexifient sans le défaire tout à fait? Vous voyez là les deux possibilités. Soit les détails non congruents font partie du système et à ce moment-là, il faut renverser l'interprétation, soit ils sont hors du système général et ce sont juste des éléments un petit peu accessoires. On pourrait quand même penser, ça paraît souvent le plus raisonnable, qu'il y a toujours des résidus dans une vie, dans une œuvre, des résidus inintégrables. Il ne faut pas chercher à tout intégrer, il ne faut pas chercher à faire sens de la moindre virgule. Enfin, il y a certaines lectures qui le font, les lectures de type kabbalistique, par exemple, qui comptabilisent les signes alphabétiques, les ponctuations des textes. Ça se fait, mais ce n'est pas ici le type d'interprétation dans lequel nous nous lançons. Dans les textes normaux, entre guillemets, je déteste employer cet adjectif, les textes habituels, disons, eh bien, il ne faut pas chercher à tout intégrer. Il y a toujours un petit peu de résidus. Si on cherche à faire sens du moindre iota, de la moindre virgule, alors on devient un critique paranoïaque. Ce critique paranoïaque que construit un théoricien, un critique comme Pierre Bayard, bien connu, dans ses différents essais, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, mais surtout, par exemple, un essai comme Qui a tué Roger Ackroyd, où Pierre Bayard revisite le roman d'Agatha Christie et trouve que le meurtrier n'est pas celui qu'on croyait. Je ne vous dirai pas qui c'est. Et il fait la même chose avec Le chien de Baskerville et avec d'autres œuvres. Donc, chercher à tout intégrer, c'est rentrer dans un type de pathologie critique assez particulier. Mais la question des détails est une vraie question qui se pose à chaque fois à nouveau frais. Et il faut chaque fois
essayer de voir s'il faut repenser l'ensemble ou ne pas le faire. Alors, prenons un exemple précis. Je suis ici dans toujours cette idée qu'une personne, une vie peut se lire comme une œuvre. C'est un exemple assez brûlant en vérité. On prend un grand personnage, on prend un héros de la lutte pour l'émancipation générale, l'émancipation des idées, la justice, Voltaire. Voltaire qui a condamné l'esclavage dans plusieurs textes, dont Candide, le passage célèbre du nègre du Suriname. Mais on constate, et c'est vrai, on constate qu'un personnage comme Voltaire a pris une participation dans la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes, dont l'une des activités était effectivement la traite des esclaves. Et l'on sait même que certains investissements précis de Voltaire ont consisté à investir dans un bateau qui a participé à la traite négrière. Alors, certains de ces investissements ont été faits, il faut le dire aussi, sans son aval parfois, parce qu'on l'informait beaucoup plus tard de ce à quoi avait servi son argent. Et d'autres fois, il est vrai aussi qu'il n'a pas été très scrupuleux. Maintenant qu'on sait cela, que fait-on de ce fait? Est-ce qu'il vient infirmer tout l'engagement de Voltaire pour une justice générale? Est-ce qu'il montre, ce fait, une duplicité, une hypocrisie détestable? Ou bien, autre possibilité, ce fait-là est-il une simple scorie de son comportement, c'est-à-dire un détail inintégrable? Alors, moi, je vous invite d'abord à aller regarder cela de plus près. Il y a des arguments très intéressants qui ont été rassemblés par une société de voltairiens, d'universitaires, de savants, la société Voltaire, ainsi s'appelle-t-elle, ce qui est bien normal, qui fait un travail admirable, je dois dire, d'explication de l'œuvre de Voltaire et qui répond à la plupart des polémiques que le personnage suscite. Je mettrai sur la page de mon cours le nom, l'adresse électronique de cette société. Vous y verrez des choses tout à fait intéressantes. En gros, c'est société-voltaire.org. Et vous trouverez tout là-dessus. Mais revenons dans le détail du point que je viens d'évoquer. Je m'inspire ici des arguments et du savoir historique des spécialistes de Voltaire qui ont traité ce point. Même si la fortune de Voltaire, pour l'essentiel, ne vient pas de la traite négrière, puisque la fortune de Voltaire, elle vient essentiellement d'autres placements qu'il a fait, en particulier de la participation à une loterie qu'il a un petit peu truquée. C'était très légal. Il a acheté avec ses amis tous les billets de la loterie. Alors, la loterie était mal organisée, et quand on achetait tous les billets, on était sûr de récolter plus que l'argent qu'on avait dépensé à acheter tous les billets. Donc c'était 200% gagnant, et il s'est rendu compte de cela avec quelques amis, et donc l'origine de sa fortune, c'est essentiellement cela. Mais il a fait des placements, il en a fait de certains qui n'étaient pas tout à fait adéquats, sans doute, avec ses convictions, et donc il est bien possible qu'il n'ait pas fait concorder ses pratiques avec ses convictions. C'est bien dommage. Mais enfin, il faut bien dire, ça arrive à beaucoup de gens. On professe une chose, on en fait une autre. Cela arrive à tous, dans toute religion, enfin dans le catholicisme en particulier. On peut se confesser, on a la capacité de se corriger, etc. Bon, là, en l'occurrence, avec Voltaire, c'est un peu plus difficile de se confesser. Mais pour autant, revenons à ce personnage de Voltaire, à son action. S'il n'y avait pas eu Voltaire, eh bien, on le sait bien, la liberté religieuse, la liberté de croyance, les pratiques de la justice n'auraient pas évolué en son temps et après lui, dans ce pays, en France, comme elles l'ont fait. Et la pensée émancipatrice des Lumières n'aurait pas connu les progrès qu'elle a fait dans toute l'Europe, en particulier grâce à Voltaire, qui était immensément connu dans toute l'Europe. Donc, nous sommes donc, à bien des égards, redevables à Voltaire, redevables de son action. Alors oui, il faut le reconnaître, il existe quelques contradictions chez Voltaire, comme chez n'importe qui. Il y a des contradictions entre ses convictions et ses pratiques. Mais la question est, ces quelques contradictions existant entre sa pratique et ses convictions doivent-elles prévaloir contre le portrait général? Et c'est là que vous voyez la question revenir du détail.
doivent-elles prévaloir contre le portrait général, contre l'auteur du Candide, du dictionnaire philosophique, contre le justicier de l'affaire Calas, de l'affaire de la Barre, celui qui a fait bouger les lignes historiquement du pouvoir de la littérature, du pouvoir de l'esprit, comme personne avant lui. C'est absolument unique. Je crois que c'est, même j'en suis sûr, c'est Valéry dans son éloge de Voltaire, le 10 décembre 1944, ouvrant ici son cours après la libération de Paris, fait cet éloge de Voltaire qu'il avait fait quelques jours plus tôt en Sorbonne. Et il dit, en gros, il y a deux êtres absolument exceptionnels dans l'histoire de l'humanité. Il y a Jésus-Christ d'un côté et il y a Voltaire de l'autre. Et franchement, j'y reviendrai un jour dans un cours, mais franchement, vous y réfléchissez, ce n'est pas tout à fait faux. Mais bref, est-ce que tout cela doit prévaloir contre ce justicier, celui qui a fait bouger les lignes du pouvoir de la littérature, du pouvoir de l'esprit, comme personne avant lui, qui a créé la puissance de l'intellectuel, qui a été engagé comme aucun autre avant Hugo et avant Zola? C'est assez incroyable ce que Voltaire a fait. Eh bien, pour ma part, j'ai tendance à penser, vous l'aurez senti, que non. Et que, même s'il y a des problèmes, il ne s'agit dans tout cela que de détails d'un portrait, des détails utiles à connaître, utiles parce qu'ils montrent qu'aucune personne n'est d'un seul bloc. Mais cela n'infirme pas, me semble-t-il, le sens général de l'ensemble du portrait. Alors, vous savez que certains militants radicaux voudraient abattre des statues de Voltaire, ou du moins les peindre en rouge, etc. Mais en vérité, cette critique de Voltaire s'exerce sans le savoir au nom même des idées de Voltaire. À bien des égards, l'indignation contre Voltaire rend justice aux idées mêmes de Voltaire, puisque c'est en leur nom qu'elle a lieu. C'est au nom de la volonté émancipatrice que l'on critique Voltaire, c'est au nom de ses propres idées qu'on le critique, en quelque sorte. Et donc, il me semble que par la censure, s'il y avait censure par extraordinaire, on cirerait la branche sur laquelle nous sommes assis. On se couperait de la source vivante du désir de justice qui anime notre société depuis le XVIIIe siècle, depuis les Lumières, excusez-moi. Alors, ce type de censure, qui porte un nom très péjoratif en anglais, cancel culture, relève en vérité d'un certain puritanisme, c'est-à-dire d'une exigence de pureté idéologique, une exigence qui est inhumaine, qui est périlleuse, car elle n'est pas conforme à la nature humaine, faillible par essence, sans nécessairement croire au péché originel, mais la faillibilité me semble très importante à reconnaître. Méfions-nous donc de la recherche de pureté chez les êtres humains. Mais ça, c'est ma petite remarque morale et quasiment théologique, mais je veux revenir à la question de l'interprétation. Ce type de censure relève aussi d'un défaut d'interprétation. C'est une interprétation qui ne respecte pas les proportions entre les éléments pris en compte, entre le petit élément de détail et l'ensemble de l'œuvre, et qui inverse le sens de l'ensemble. Voltaire, on disait que Voltaire était anti-esclavagiste, non, on va en faire de Voltaire un esclavagiste, ce qui est beaucoup plus faux, à mon sens, que la première proposition, et qui inverse le sens de l'ensemble au nom d'un détail non concordant, un petit détail, dont le poids est augmenté à l'excès. Je crois que dans toute interprétation, il faut garder le sens de la mesure, comme en toute chose, hein, bien sûr. C'était ce que nous disait le dieu de Delphes, Apollon, hein, Meden Hagan, hein, nequid nimis, jamais rien de trop. Garder le sens de la mesure, c'est-à-dire que les détails peuvent et doivent nuancer le sens de l'ensemble, mais ils ne sauraient prévaloir contre une cohérence générale. Ou bien on entre dans une méthode anarchique d'interprétation, une méthode qui, à ce moment-là, est impossible à invalider, impossible à réfuter. Et quand je dis réfuter, ici, je reprends les thèses fameuses du philosophe autrichien, épistémologue, Karl Popper. Vous savez que Karl Popper définit les propositions scientifiques par ceci. Une proposition, une hypothèse est dite scientifique s'il existe une expérience empirique dont le résultat pourrait éventuellement réfuter la proposition donnée.
une hypothèse est scientifique, une proposition scientifique, si elle est réfutable, s'il y a la capacité de la réfuter d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quelqu'un dit « les objets lourds tombent plus vite que les objets légers », et Galilée intervient et dit « ah ben, voyons si c'est vrai, on va faire l'expérience, on va lâcher 2 poids du haut de la tour de Pise, et on se rend compte qu'ils arrivent au même moment. » Bon, dans la pratique, les choses sont un peu plus complexes que ça, mais l'expérience était possible. L'expérience était possible qui permettait d'infirmer la thèse posée. Donc la thèse était réfutable. Et on pourrait imaginer que la thèse que les 2 poids arrivent au même moment pourrait être réfutée par une autre expérience si l'expérience était faisable. Mais le fait est que ça n'a jamais, semble-t-il, été réfuté. En revanche, on l'a nuancé par la raison des frottements, etc. Bien. Il faut que la thèse scientifique, la proposition, soit réfutable pour que ce soit de la science. Or, si vous invoquez un détail contre l'ensemble, puisque c'est de cela qu'il s'agit, moi aussi, en retour, en réponse, je peux invoquer un autre détail qui, lui, serait de sens opposé et qui transforme encore le tout et qui l'inverse à nouveau. Et à ce moment-là, c'est détail contre détail, Kramer contre Kramer. Il y avait un film qui s'appelait comme ça. Chaque détail en vaut un autre. Et donc, il n'est plus possible de réfuter mon interprétation ni la vôtre. Or, une interprétation, même si ce n'est pas de la science, je vous l'ai dit, c'est un art, et donc tout n'est pas absolument possible, n'est pas absolument possible de tout fonder, mais quand même, une interprétation devrait idéalement pouvoir être réfutable s'il existait le texte qui infirmerait tout. Or, la méthode déconstructionniste, qui repose sur la prise en compte de détails, est irréfutable par principe, puisqu'elle peut tout justifier. Une interprétation A comme son inverse non A. Il suffit de choisir le détail qui va dans le sens de l'interprétation recherchée. Alors, après cette petite digression théorique, revenons à Gustave Doré. Revenons à ce petit chevalier chevauchant ardemment un volume relié. Et ici, je ne crois pas surinterpréter. C'est le grand risque, je vous l'ai dit. Je ne crois pas surinterpréter, car mon interprétation va dans le sens général de la gravure que vous avez vue. Elle vient juste affiner la signification du sens de cette gravure. Ce que je veux dire, c'est que ce petit personnage en train de s'accoupler avec un in quarto représente moins un excès de la lecture, un état anormal de la lecture, comme je l'avais maladroitement dit la dernière fois, qu'il ne représente en vérité, à mon sens, plutôt un état ordinaire de la lecture. L'accouplement du lecteur et du livre est une allégorie de la lecture de plaisir et de celle, justement, que Don Quichotte est en train d'effectuer. Don Quichotte, lisant ses romans de chevalerie, n'est plus un simple hobereau de campagne. Il se métamorphose. Il devient, par la lecture, dans son imagination, chevalier armé de pied en cap. Et c'est, vous le savez, ce qu'il fera concrètement après la lecture de ses romans de chevalerie au début de la première partie des aventures de Don Quichotte. Et Don Quichotte, lisant, sort, à bien des égards, tout casqué du livre qu'il est en train de lire. Et en prenant cette image, je fais ici allusion à ce mythe fameux d'Athéna sortant du crâne de Zeus, Minerve sortant du crâne de Jupiter. Il sort tout casqué comme Minerve sortant du crâne de Jupiter. Ici, vous avez le crâne de ce géant dont le chevalier s'extrait à grand-peine. Et Don Quichotte, lisant ses romans de chevalerie, s'engendre lui-même comme chevalier par la lecture. Il devient en quelque sorte son propre enfant. Il s'engendre, il s'enfante. Or, toutes ces images que je viens de convoquer
dans mes phrases, on les a toutes dans cette figurine du chevalier accouplé à cet in quarto. Vous avez l'extraction pénible hors du livre, hein, comme Minerve sortant casquée de la tête de Jupiter. Vous avez la chevauchée fantastique, hein, celle que fera Don Quichotte sur son Rocinante. Vous avez la transformation du lecteur par la lecture, son auto-engendrement, en quelque sorte. Vous avez la procréation d'un monde, hein, excusez-moi ce terme, hein, non pas la création, mais la procréation d'un monde, et le plaisir, sinon la jouissance que produit la lecture. Tout cela qui, en fait, représente le mécanisme même et les propriétés et les qualités même de la lecture de Don Quichotte, sa manière de lire les romans de chevalerie, tout cela, vous l'avez dans cette petite figurine du chevalier casqué, armé, en armure plutôt, portant, chevauchant un in quarto. Et le lecteur et le livre forment ainsi un couple fécond, un couple qui a été vanté par toute la tradition littéraire romantique. Mais, vous vous rappelez les images que je vous ai montrées au début de cette heure, le rapprochement avec la tentation, avec les images de la tentation de saint Antoine, montre comment, dans la tradition classique, dans la tradition chrétienne, eh bien, ce débordement d'imagination a quelque chose de dangereux, a quelque chose de démoniaque. Et Cervantes, il faut bien le dire, eh bien, il se situe d'abord dans cette tradition d'inspiration classique et chrétienne. Le premier projet de Cervantes, c'est bien celui-ci, c'est de critiquer l'exubérance imaginative de Don Quichotte lorsqu'il lit les romans de chevalerie. Cela, c'est le projet initial de Cervantes, quand il invente Don Quichotte. Mais, progressivement, le regard sur Don Quichotte de Cervantes lui-même, ce regard se transforme et se fait moins critique. Et Cervantes, de ce point de vue, eh bien, participe, par son roman lui-même, à la transformation moderne du regard sur les lectures d'imagination. Parce que Cervantes, enfin, le narrateur, devient de plus en plus en empathie avec ce personnage qui, au départ, était largement mis à distance et ridiculisé. Et en effet, de ce point de vue-là, Cervantes n'était au début que le simple porte-parole, le porte-voix de toute une tradition qui était la tradition dominante à son époque. À l'époque de Cervantes, en effet. Et pendant tout le XVIe siècle, la critique des lectures enfantines, la critique des livres d'imagination est féroce, précisément parce que les livres d'imagination engendrent des visions, engendrent des hallucinations. Vous vous rappelez le texte de Montaigne que je vous ai cité la dernière fois, parlant de ces lectures d'enfance. Il parle de ce fatras de livres, hein, dans des Lancelots du lac, des Amadis, des Huons de Bordeaux, et tel fatras de livres à quoi l'enfance s'amuse, je n'en connaissais pas seulement le nom. Le fatras de livres à quoi l'enfant s'amuse, pour désigner ces romans de chevalerie, ces chansons de gestes. Dans ce fatras, il y a quelque chose de la critique de la prolifération des aventures, hein, cette prolifération gratuite, cette abondance, surabondance des aventures, cette prolifération des épisodes invraisemblables, prolifération des détails gratuits, qui accroît le sentiment d'incohérence, d'une incohérence de l'ensemble. Et ce problème des petites unités proliférantes, des détails proliférants, ce problème-là est ce qui poussera beaucoup plus tard, 2 siècles plus tard, disons, ce qui poussera le philosophe Emmanuel Kant, à la toute fin du XVIIIe siècle, à blâmer encore les romans de porter les lectrices, car il s'agissait surtout des lectrices hein, de romans à qui Kant s'attaque, il accuse les romans de blâmer les lectrices, de porter les lectrices, à une distraction perpétuelle et de favoriser
les pertes de mémoire de celles et de ceux qui s'adonnent à la lecture des romans. Il écrit ceci dans son Anthropologie d'un point de vue pragmatique, on est en 1798. Cet exercice dans l'art de tuer le temps et de se rendre inutile au monde, il s'agit de la lecture, hein, non pas de la consultation des réseaux sociaux ou des écrans. Cet exercice dans l'art de tuer le temps et de se rendre inutile au monde est, sans parler de l'humeur imaginative qu'il provoque, humeur imaginative, ici, ça désigne clairement une pathologie, est une des attaques les plus nuisibles qui puissent être infligées à la mémoire. Et donc, Kant blâme les romans de créer des pertes de mémoire, en vérité. Le roman serait donc une cause de la maladie d'Alzheimer. Voilà une hypothèse que nos savants contemporains n'ont sans doute pas songé à explorer. Mais l'argument de Kant est le suivant, et c'est un argument sur les détails proliférants. L'argument est celui-ci, c'est que lorsque vous lisez des événements réels, eh bien, les événements réels sont, dit Kant, je ne dis pas que ce soit ma propre position, je ne dis pas qu'il ait raison, hein, les événements réels sont marqués par leur caractère logique et suivi. Et donc vous lisez de l'histoire, il y a une logique, dit Kant, il y croit, semble-t-il, dans les représentations qui nous sont proposées par l'histoire des événements réels. Alors que les objets romanesques, toujours selon Kant, sont, eux, figurés dans l'éparpillement. Et ils rompent l'unité de l'entendement. Il n'y a plus de véritable logique. Ce sont des événements... En quelque sorte, Kant préfigure, à bien des égards, la critique du roman que fera au XXe siècle, on y revient, Paul Valéry, qui critique l'arbitraire romanesque, l'idée qu'on peut toujours dire autre chose. Hein. La marquise sortit à 5 heures, mais pourquoi pas à 6 heures, et pourquoi ce ne serait pas une comtesse, et pourquoi elle ne rentrerait pas chez elle plutôt que de sortir. Voilà, ça c'est l'arbitraire. Eh bien, Kant n'est pas cela tout à fait, mais ça y ressemble de près, à savoir qu'il n'y a plus de logique forte à l'intérieur du roman. De sorte que, nous dit Kant, l'esprit du lecteur, mais surtout de la lectrice toujours mineure, s'habitue à une distraction perpétuelle qui lui est dommageable. On pourrait croire une description quand même des écrans modernes, mais c'est assez étonnant, comme à chaque époque, on trouve toujours le coupable idéal, les écrans aujourd'hui, les romans au XVIIIe siècle. Et donc, pour Kant, c'est l'incohérence du tout et des détails qui rend la lecture nocive. Alors ça, c'est la thèse de Kant. Je ne sais pas si elle est réfutable, mais on pourrait dire, je pense à partir des mêmes bases, on pourrait dire exactement l'inverse. Partant des mêmes bases, on aurait donc pu dire que, justement, l'éparpillement romanesque oblige l'esprit à une plus grande concentration, à une plus grande contention de la part du lecteur, de la lectrice. Et donc, l'éparpillement romanesque crée justement une capacité de mise en cohésion que n'exercent pas, au contraire, les discours plus suivis, les discours qui prennent le lecteur par la main et qui décrivent la réalité telle qu'elle est. Et donc, je trouve qu'on pourrait dire exactement l'inverse à partir des mêmes bases de Kant. Donc, d'un même argument se peuvent donc tirer deux conséquences également probables, mais opposées. Kant, en tout cas, a choisi son camp, le camp de Kant, c'est-à-dire celui d'une longue tradition. Il se situe dans une longue tradition de condamnation des romans. Mais mon propre interprétation, à savoir que le roman exerce au contraire la puissance de l'esprit, la concentration, c'est plus ou moins ce que je vous disais, je crois, la semaine dernière, à savoir que la lecture des ouvrages d'imagination, la lecture est un travail, elle demande un effort. Il me semble que cet effort est plutôt le signe d'un effort de concentration. Kant condamne, il n'est pas le seul, et dans toute une tradition, mais ça n'empêche pas que le public lit tous ces romans, toutes ces œuvres d'imagination. Et ce que montrent au contraire toutes ces condamnations, c'est que les romans de chevalerie ont du succès, beaucoup de succès, on les lit. Au XVIe siècle, plein de témoignages nous montrent que toute la jeunesse riche, toute la jeunesse noble lit les romans de chevalerie. C'est la lecture
de base. On le voit justement par ces condamnations nombreuses des pédagogues et des moralistes. Et ici, je prends un très bon article sur le sujet de Francesco Montorsi, qui cite certains de ces moralistes et pédagogues qui condamnent les romans de chevalerie. Vous avez le théologien espagnol Jean-Louis Vives, Juan Luis Vives, dans son best-seller De Institutione Feminae Christianae, de l'éducation de la femme chrétienne de 1523, 40 éditions, mais avec encore beaucoup d'éditions modernes. Dans l'Espagne franquiste, il y avait beaucoup de traductions, enfin plutôt d'éditions de ce classique de Vives, la Formación de la Mujer Cristiana, parce que ça correspondait à l'idéal de la femme en les régimes franquistes. Vous avez en France un autre, François Grandin, avec sa destruction de l'orgueil mondain, ambition des habits, donc destruction de l'ambition des habits, de la prétention des vêtements, et autres inventions nouvelles extraites de la Sainte Écriture et des anciens docteurs de l'Église. Paru tout près d'ici, rue Saint-Jacques, vous voyez, en 1558. Vous avez, j'aime beaucoup la typographie de cette page de titre, avec l'orgueil en très gros et la destruction en tout petit. Et vous avez, par un protestant cette fois-ci, François de Lanoux, les discours politiques et militaires en 1587, paru à Bâle, qui reprennent ces mêmes arguments. Et vous avez un moraliste italien, Giovanni Pietro Giussano, dans son Istruzione ai padri per saper ben governare la famiglia loro, instruction aux pères, les pères, pour savoir bien gouverner leur famille en 1603. Et puis je termine avec, une fois n'est pas coutume, on ne la cite pas beaucoup ici, finalement, notre chère Marguerite de Navarre, dans la 21e nouvelle de l'Heptaméron. Une dame découvre dans la chambre de son fils un jeune prince. Elle découvre un gros roman de la Table ronde. La dame, regardant ce gros livre de la Table ronde, dit au valet de chambre qui en avait la garde « Je m'ébahis comme les jeunes gens perdent le temps à lire tant de folie. » On croirait une mère d'aujourd'hui qui découvre son fils en train de naviguer sur les réseaux sociaux. Alors, les mêmes noms d'œuvres reviennent toujours dans les listes de condamnation. Amadis des Gaules, les prouesses d'Esplandian, Lancelot du Lac, autant de livres lus par Don Quichotte, Tristan, Mélusine, ce sont toujours les mêmes livres qui sont condamnés, ainsi que deux romans, je termine là-dessus, deux romans récemment réédités en français, Tyran le Blanc, le grand chef-d'œuvre du catalan Joanno Martorell au XVe siècle, un grand roman, chef-d'œuvre, c'est vraiment absolument à lire. C'est le modèle du Don Quichotte de Cervantes, avec déjà une ironie très présente à l'intérieur de ce roman de chevalerie. Donc la traduction a été récemment rééditée, je vous invite à y regarder. Autre classique du roman de chevalerie, Paris et Vienne. Non pas les deux capitales, mais les personnages, le chevalier Paris et la princesse Vienne, grand classique là aussi du roman de chevalerie, dont une version en ancien yiddish a été traduite en français récemment par Arnaud Bicard, sous la plume de Elia Levita. Alors c'est assez étonnant quand même. Elia Levita est un grand érudit du XVe, XVIe siècle, qui est du reste l'ancêtre de plusieurs personnalités contemporaines, dont l'ancien Premier ministre anglais David Cameron, et aussi étonnant que cela puisse paraître. Et ce savant juif a traduit en yiddish ce roman de chevalerie, Le Chevalier Paris et la Princesse Vienne, et quand même c'est assez étonnant, parce que c'est un monde chrétien qu'on a dans le roman de chevalerie originel. Mais dans la version d'Elia Levita, eh bien, tout ce côté chrétien disparaît, et au contraire, on a la description d'un monde plutôt évidemment judaïsant. Et ça a été traduit en français en alexandrin, ce qui est une prouesse. Donc, grande actualité du roman de chevalerie, à quoi j'ajoute le
On en a beaucoup parlé. Ségurant, Le Chevalier au Dragon, ce roman qui a été retrouvé et reconstitué par Emanuele Arriori. Et tous ces romans sont, d'après les pédagogues, les moralistes, tous ces romans sont des livres à interdire aux enfants et aux femmes. Pourquoi les enfants et les femmes? Parce que ce sont, dans ce monde patriarcal, ce sont les mineurs. Ils sont incapables de faire le tri, les mineurs intellectuellement. Ils sont incapables de faire le tri, incapables de lire, je mets des guillemets, hein, je me situe dans le monde, hein, j'explicite la représentation du monde, sociale de cette époque-là. Et donc, ils sont incapables, on les considère incapables d'interpréter. Incapables d'interpréter. Eh bien, la prolifération des détails, l'anarchie des partis, voilà ce qui inquiète les moralistes, voilà ce qui inquiète les théologiens, les pédagogues. Peut-on laisser les enfants lire? Peut-on laisser la jeunesse lire? Peut-on laisser les femmes lire? Voilà le vrai problème qui est posé à cette époque-là. Le détail, à bien des égards, c'est le mal. Ne dit-on pas le diable gît dans les détails? Merci de votre attention.